Chers amis, internautes, bonjour. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous que vous connaissez bien sûr, qui s'appelle Le droit de savoir, conçu en partenariat avec le cabinet Astrée Avocats. Alors aujourd'hui, on a fait le choix de se concentrer sur un sujet qui va peut-être vous paraître, de prime abord, un peu basique, mais qui, à l'épreuve des faits, nécessite probablement que des repères fondamentaux puissent être réintégrés dans les pratiques professionnelles du courtage d'assurance et du courtage bancaire. Il s'agit, tenez-vous bien, des problématiques liées à la reconnaissance du mandat que les courtiers obtiennent de leurs clients et de leur capacité à faire reconnaître et appliquer ces mandats par les porteurs de risques, assureurs ou les établissements bancaires. Vous voyez déjà, ça devient de plus en plus costaud et de moins en moins basique. Alors on va essayer pendant cette émission de 45 minutes entre le droit de la distribution d'assurance et le droit de l'intermédiation bancaire au niveau BSB, vous l'avez compris. Alors pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec, évidemment, Isabelle Monin-Lafin, je le disais, coproductrice de cette émission. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Charles, voilà. Bonjour à tous. Fondatrice d'Astrée Avocats, nous aussi, vous allez bien? Très bien. Parti pour le mandat. On se fait un mandat. Et notre invité bonjour Pascal. Bonjour Pascal Labigne. Pascal Labigne. Vice-président de l'Anacofi Courtage. Tout à fait. Et président du collège IOBSP. Voilà. Donc pour parler à la fois d'assurance et bien sûr de bancaire, d'intermédiation bancaire. Un petit mot Pascal sur vos fonctions aujourd'hui. Sur les fonctions alors déjà je brosse l'Anacofi Courtage, je regroupe les deux métiers. Nous avons un collège IOBSP, un collège IAS. Nous avons fait voter à l'Assemblée Générale la dernière, au mois d'avril, que je suis pressenti pour être le nouveau président. Enfin, ça a été acté et voté pour remplacer David Charlet, qui va continuer au cours de l'exercice. Nous avons nos missions qui nous concernent au niveau de l'Anacofi Courtage, qui vont être des missions de vérification qui partent de l'adhésion au plan quinquennal. Nous offrons un service de médiation. Nous accompagnons forcément nos membres et sous le couvert. Et en plus, nous revenons tous les ans puisqu'on va demander une collecte d'informations à nos membres pour pouvoir les redonner au niveau de la CPR pour que le marché puisse être connu et fait. C'est quand même un fondamental le fait qu'on puisse arriver à communiquer maintenant à ce niveau-là. Je trouve que c'est important et c'est important puisque quand on entend tout ce qui se passe au niveau des médias et autres, on s'aperçoit, et je tiens à préciser que l'Anacofi Courtage est complètement indépendante. Elle est sous le couvert de la CPR, elle ne concerne pas l'Anacofi CIF qui est l'AMF. Et le dossier d'agrément qu'on a proposé a été fait en conséquence avec les membres et les choses qui ont été faites. Pour info, nous avons 4000 membres en IOBSP et 6000 en IAS. Voilà. D'accord. Bon, merci pour cette présentation. Le sujet du mandat, et vous nous le confirmez d'ailleurs si vous êtes là sur ce plateau, c'est un sujet de l'Anacofi. C'est un sujet primordial et un sujet Anacofi à l'heure actuelle, et c'est un sujet pour lequel on se bat depuis longtemps. D'accord. Alors, il y aura plusieurs séquences, 3 dans cette... un petit peu comme d'habitude. Comme d'habitude, on va commencer par la séquence 1, qui est toujours la séquence où Isabelle dit, c'est moi qui vais le dire, de la maîtresse d'école. Mais là, je voulais le dire à ta place, Isabelle, pardon, à votre place, parce que je sais que voilà, c'est votre séquence à vous. Alors, le mandat... C'est quoi? Le mandat, comme c'est bizarre. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre, le mandat. Oui, rappelez-nous le mandat. Alors, le mandat, on est dans un dispositif toujours un petit peu compliqué pour nos auditeurs, mais c'est important de le rappeler. En fait, on est sur des droits différents. Et on sait que dans ces métiers de la distribution, on travaille toujours en silo. Il y a le droit bancaire et puis le droit des assurances. Alors, le courtier en opération de banque, lui, c'est expressément indiqué dans le Code monétaire et financier, à l'article R519.4, il est le mandataire de son client. Et il l'est de manière exclusive. Donc là, il n'y a pas de sujet. Le courtier en opération de banque, c'est bien le mandataire de son client, et la relation qu'il a avec son client est bien un mandat. Et il est bien écrit dans le Code monétaire et financier que c'est à l'exclusion de tout mandat ou tout autre accord avec les établissements bancaires. D'accord. Donc effectivement, on se demande comment la situation du courtier en opération de banque peut être finalement contestée, dans le sens où le texte, pour le coup, réglemente cette situation. Néanmoins, point commun avec le courtage d'assurance, il n'y a rien d'autre. On ne dit pas ce que l'on doit faire, est-ce qu'il doit être formalisé, qu'est-ce qu'il doit contenir. Par contre, on a bien posé le principe de l'existence d'un mandat, en fait, envers le client. En assurance, pas du tout. Il n'y a aucun texte qui prévoit que le courtier soit le mandataire du client. C'est un usage, et puis la jurisprudence qui a dit que le courtier était naturellement le mandataire du client. Et il y a en assurance une particularité qui n'est pas d'ailleurs, je dirais, étrangère aux problématiques de conflit d'intérêts, qui est qu'en assurance, et on est unique en France et surtout en Europe,
Le courtier d'assurance est tout autant possiblement le mandataire de son client, mais aussi le mandataire des organismes d'assurance pour lesquels il est amené à recevoir. Alors on appelait ça autrefois des mandats de gestion, maintenant on appelle ça des délégations. Ça relève un peu du droit du mandat, mais cette dualité de mandat, effectivement, n'est pas sans poser de difficultés pour le courtier afin, finalement, de se positionner dans ce domaine. Donc voilà, deux droits différents. Un droit qui dit, c'est clair, le mandataire en opération de banque, le courtier en opération de banque, c'est un mandataire du client. En assurance, c'est pas dit, mais c'est reconnu, et c'est quand même acté par la jurisprudence. Reconnu, moi, dans mes études, ça commence à dater, mais j'ai toujours appris que l'agent était mandataire de sa compagnie et que le courtier mandataire du client. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais l'agent général, par exemple, la jurisprudence a jugé, et nous l'avons fait juger par la Cour de cassation il y a quelques années, et néanmoins, avant tout, destiné à défendre les intérêts de ses clients. Comme dit la Cour de cassation, ce n'est pas parce qu'il est le mandataire de la compagnie qu'il ne doit pas avant tout défendre les intérêts de son client. Non. Donc le mandat de l'agent général, il est un peu particulier. C'est un mandat, en fait, je dirais, de vente, c'est un mandat de distribution de produits, mais en réalité, il est aussi une profession libérale, et il est là pour, en fait, accompagner un client. Donc, l'agent général, il est aussi un petit peu comme le courtier. Son positionnement n'est pas très, très facile. Donc, c'est déjà un peu ça, Jean-Charles, la question, j'allais dire, juridique, c'est que tout ça est rattaché finalement au droit général du mandat. Le mandat, c'est un contrat. Et en fait, il n'est pas tellement autrement réglementé que par les diligences que l'on convient de faire avec finalement son mandant. La deuxième chose, effectivement, c'est la problématique des conflits d'intérêts. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui le sujet majeur de l'absence de ces reconnaissances de mandat. C'est que dans le courtage en opération de banque, le courtier qui ne peut être que mandataire du client, par ailleurs, ne peut pas, pour chaque type d'opération, avoir d'autres mandats. C'est-à-dire que si je décide de m'immatriculer au registre de l'ORIAS en qualité de courtier en opération de banque sur le crédit immobilier, je ne vais pas pouvoir traiter de cette question par opération. Je vais décider que pour le crédit immobilier, je suis un courtier en opération de banque et donc je ne peux être que le mandataire du client. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir comment se fait-il qu'il existe néanmoins des conventions de partenariat systématiquement conclues avec les établissements de crédit. Parce qu'on pourrait considérer que le Code monétaire et financier l'interdit. Donc ça, on doit dire que du point de vue du Code monétaire et financier, les conflits d'intérêts, donc en fait c'est je suis un intermédiaire, je me situe dans la relation entre l'assureur ou l'assuré ou le client et l'établissement de crédit. Quelle est ma position ? Le Code monétaire et financier a tranché. Prohibition. Je peux pas. Je suis ou d'un côté ou de l'autre. Mais je n'ai pas le droit d'être des deux côtés. En assurance, c'est tout à fait différent, c'est le contraire. On a validé, y compris dans la même chaîne de distribution, la dualité du mandat. Nous avons, des clients qui sont courtiers d'assurance, qui vont dans une chaîne de distribution défendre les intérêts des clients, et puis être par ailleurs les mandataires de la compagnie. Et il n'existe pas, ni dans les codes de déontologie, ni dans la réglementation, des règles de conflit qui peuvent régler ces problématiques. Et c'est ma position, on en parlera plus tard. C'est un des gros soucis qu'on a aujourd'hui avec la RIS et avec la directive Omnibus. Alors on voit bien où vous voulez en venir, comme ça d'emblée. C'est que cette espèce de flou, autant c'est simple, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas semble bien réglé du côté IOBSP, autant du courtier, au niveau du courtage assurance, c'est le flou artistique. Et du coup se pose la question, Jean-Charles, mais alors la rémunération. Alors, j'avais posé la question justement. Le mandat n'est pas obligatoirement rémunéré. Oui. La législation n'a jamais obligé à ce que le mandataire se fasse rémunérer. En fait, puisqu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit qui l'oblige. Donc, c'est un peu ça qui a permis, en assurance, de pouvoir avoir des flux, des modalités de paiement. Ce sont plus des modalités de paiement. Je rappelle que c'est quand même avant tout l'assuré qui paye sa prime. Mais néanmoins, la tradition en assurance, c'est qu'effectivement, le courtier collecte une prime à l'intérieur de laquelle il y a une taxe, la plupart du temps des commissions qui lui sont destinées, mais qui passent d'abord par le compte bancaire de la compagnie pour être ensuite reversées. Alors, il y a des mécanismes de prélèvement à la source, mais il est vrai aussi que dans l'esprit d'un courtier, ils ont quand même tous tendance à dire qu'ils sont payés par les assureurs. Et c'est vrai que c'est la tradition. C'est un peu ce qu'on nous dit. Et du coup, ça pose aussi une difficulté par rapport à la reconnaissance de son statut. Je rappellerai que la Commission européenne, par l'intermédiaire effectivement de la Direction générale de la concurrence, a posé ce débat du conflit d'intérêts historiquement sur un terrain concurrentiel par rapport à ce rapport d'étonnement qui avait été exprimé en disant on ne comprend pas très bien comment vous pouvez affirmer défendre les intérêts des clients lorsque vous êtes réglé par les organismes d'assurance à l'insu de vos clients. Puisque par ailleurs, ces commissions sont rarement révélées, elles ne le sont toujours pas d'ailleurs, en dommage, à la clientèle. Je pense qu'il faut rapprocher, et nous referons certainement des émissions là-dessus, mais
cet aspect rémunération du mandat doit être quand même mis en parallèle, rapproché, ce que je disais, avec le RIS aujourd'hui. Absolument. On nous parle de commissionnement, honoraire, les choses ne sont pas tout à fait... On ne va pas faire le débat là-dessus aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet. Mais il n'empêche que voilà, le courtier est mandataire de son client, rémunéré par l'assureur. Oui, on comprend qu'il peut y avoir... Juridiquement, aujourd'hui, on a un sujet, en fait, Mmh. et selon moi, c'est mon interprétation, c'est le sujet. Oui, c'est le sujet. Traiter le sujet par la petite lorgnette de la rémunération, je pense que tout travail mérite salaire. La question aujourd'hui, c'est le positionnement. Qui suis-je dans cette relation et comment dois-je définir ma relation? Et au fond, le mandat de courtage est, je dirais, l'assise privilégiée pour discuter de cela avec son client, au contradictoire potentiellement de son partenaire si besoin, mais néanmoins, un mandataire n'a pas non plus besoin, et c'est un troisième axe du mandat, le mandat, il est bilatéral. Et il n'a pas besoin d'être stampé, accrédité, certifié. Voilà, je décide de travailler avec Jean-Charles Némy ou Pascal Labigne en tant que courtier, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation de la banque ou de demander l'autorisation de la compagnie d'assurance. C'est un mandat qui relève d'une obligation réglementaire pour le courtier, c'est-à-dire son immatriculation au registre et le respect des obligations de capacité professionnelle et de conditions d'exercice. Mais le reste, ça me regarde en tant que client. Alors, je veux travailler avec un client, je ne suis pas obligé de demander à mon fournisseur, l'assureur, en l'occurrence, son aval, très important pour la suite, pour notre séquence 2, notamment pour les ordres de remplacement. Un peu l'eau à la bouche à nos internautes, parce que c'est un sujet. Pascal Labigne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en 2003, justement par rapport à ce que vient de présenter Isabelle, quelles sont les pratiques professionnelles de marché sur l'existence d'une formalisation? C'est ça dont on parle de mandat. Tout à fait, la formalisation telle qu'on la voit d'un mandat totalement autonome. J'entends un mandat totalement autonome, mais j'insiste. Et aussi bien au niveau bancaire qu'au niveau assurance, extrêmement rarissime en fait. Puisqu'en fait, on mélange un peu tout. On mélange des mandats de recherche de capitaux, on mélange de l'autre côté. Isabelle parlait tout à l'heure de la dualité au niveau de l'assurance, mais on peut avoir une dualité aussi au niveau de l'IOBSP qui peut être courtier en crédit immobilier, mais mandataire en RAC. Et là, en fait... Quel est son positionnement? Parce qu'en fait, le vrai sujet là-dedans, c'est le positionnement du courtier au milieu de l'environnement. Et en fait, quand on revient à la base que le courtier est là pour représenter son client, et il est là pour acter sur son client, eh bien, c'est le mandat qui va décider de quelle matière le courtier va travailler. Et c'est un domaine très important, je pense, par rapport à ce futur et ce qu'on se met derrière. Le mandat a toujours été considéré au départ induit, puisqu'en fait, il n'y avait pas de problème particulier, donc on était mandaté. De fait, on a un mandat, je passe à la compagnie, je reçois. Au niveau bancaire, on faisait un mandat de recherche de capitaux, mais en fait, comme on avait des accords bancaires, on ne se posait pas trop la question, puisque de toute manière, ça faisait partie du... Et puis là, on s'aperçoit qu'au fil du temps, il y a beaucoup d'établissements bancaires qui, post-Covid, ont dénoncé des conventions. Les conventions sont dénoncées, on dit mais vous n'avez pas le droit de là. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était une démarche inverse. Cette convention était pratiquement un mandat de la banque vis-à-vis du courtier, qui travaillait de moins en moins en fait, puisque quand il était mandaté par les banques, il avait intérêt à travailler avec les banques avec lesquelles il était mandaté. Et là, on perd un peu et on a une dilution de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et en fait, on s'aperçoit que le problème tel qu'il est, aussi bien en assurance qu'aussi bien en courtage, c'est que quand on arrive à ce problème, on se dit, mais pour arriver à véritablement poser le débat et poser là, il faut qu'il y ait un mandat et qu'au moins les choses soient claires entre le courtier et son client, et même vis-à-vis de l'extérieur. Et lorsqu'on a un problème, et on en a de plus en plus, on en reviendra là, un problème vis-à-vis d'un problème juridique et autres, à partir du moment où les choses sont écrites, c'est beaucoup plus simple. Et on a beaucoup moins de choses et beaucoup moins de problèmes dedans. Donc je pense que la pratique a fait évoluer et que ça va évoluer de plus. Isabelle a tout à fait raison. Au milieu du village. Voilà, et on va remettre tout au milieu du village et l'église au milieu du village, puisqu'en fait, on s'aperçoit le risque, on s'aperçoit ce qui est en train de se passer au niveau de la CPR. Il va falloir impérativement dire, voilà, le courtier, il est là pour représenter son client. Et vous, en tant que responsable au niveau de la COFI, qu'on a présenté tout à l'heure, vous avez travaillé sur la formalisation des mandats? On a travaillé là, j'en profite, puisqu'on a travaillé avec Isabelle pour faire des mandats d'une manière totalement autonome, qu'on est en train de distribuer au niveau de la NACOFI, et qu'on est en train de mettre de manière... On l'intègre dans notre kit de présentation, on le met... On se concentre sur un mandat qui est totalement autonome et complémentaire de façon à ce qu'il n'y ait aucun problème pour défendre les intérêts du client. Je veux dire, on rend ça opposable aussi bien au niveau des pouvoirs publics, que ce soit la CPR ou autre,
que vis-à-vis du client, puisqu'en fait les choses sont écrites, sont normées, et ça pose beaucoup moins de difficultés pour l'avenir. La principale difficulté à l'heure actuelle, c'est d'être dans une situation où en fait cette dualité ne permet pas, même le courtier s'y perd un peu, il ne sait plus s'il représente la compagnie, s'il représente le client, de quelle manière il interfère, alors qu'à la base il est quand même là pour le client. Et d'ailleurs je pense que dans les textes qu'on voit, que ce soit les textes européens et autres, on parle beaucoup de la représentation du client, de la possibilité de mettre le client en avant, et vous êtes là pour défendre le client. Et je pense que notre profession de courtier, elle ne sera forte et incontournable qu'à partir du moment où on défend et on représente notre client, qui lui est un peu perdu quand on voit la masse de connaissances qu'il faut avoir par rapport à là, qui est perdu par rapport aux compagnies d'assurance, par rapport aux droits bancaires, qui est de plus en plus complexe, il faut bien dire, de plus en plus. Et c'est là où on a vraiment un travail de fond, et que cette profession réglementée telle qu'elle est faite, eh bien, il est indispensable. Je veux dire, il est absolument impensable qu'à l'heure actuelle, on se trouverait comme un médecin qui a dirigé son malade vers un hôpital, là, et puis qu'on dise, mais non, monsieur le médecin, malgré que vous ayez toutes les qualités, vous n'avez pas le droit de voir ce qui se passe derrière, parce que nous, on considère qu'on vous ferme les portes. Je veux dire, on a le droit de faire le diagnostic, mais derrière, on n'aurait pas le droit de savoir. C'est complètement anormal. Et je pense que tout ça va évoluer, et qu'on va arriver dans un système où, si on représente véritablement le client, je pense que le client consommateur est demandeur par rapport à ça. Parce que c'est là notre force, et c'est là où on sera le plus représentatif, et on aura le plus grande force par rapport au monde externe. Alors, remborder cette séquence 2, vous avez parlé tous les deux de blocage. De quoi parlons-nous ? Est-ce que vous pouvez nous décrire des situations de blocage ? Je commençais à parler d'ordre de remplacement tout à l'heure, j'ai un peu spolié, mais justement dans cette pratique à la fois de courtage d'assurance et de courtage IOBSP, Isabelle. Oui, alors Jean-Charles, ce qui est en plus inquiétant, et ce qui est surtout... alors nous, on constate une recrudescence importante de problématiques. Ouais. Elles existaient de façon assez courante, notamment en fin d'exercice sur les ordres de remplacement, et j'en parlerai un peu plus précisément, mais il y a aujourd'hui, de façon systématique et récurrente, des plaintes qui nous arrivent de la part de courtiers qui, en fait, nous font état de situations dans lesquelles on refuse de leur reconnaître leur mandat. Alors, les cas sont toujours, en fait, liés à un même constat, c'est que c'est toujours le client qui paye. Hein. D'une manière ou d'une autre, les intérêts qui sont spoliés de façon majeure et massive sont toujours ceux du client. Alors, en assurance vie, oui. Nous avons aujourd'hui une difficulté majeure sur la transférabilité de la gestion. C'est systématique. Dès qu'un courtier obtient de la part d'un client un mandat, un ordre de remplacement, c'est-à-dire qu'en fait, un client qui a le droit décide de passer du courtier A vers le courtier B, l'ensemble des compagnies d'assurance, dans leur intégralité, refusent de façon systématique de prendre en compte l'existence de ce mandat et de, à date, transférer la gestion auprès du nouveau courtier. Alors, les problèmes, c'est quand même un truc de dingue. C'est un vieux sujet. C'est un très vieux sujet. Alors... Et c'est une recrudescence. Vous n'êtes pas référencé chez nous, les contrats sont labellisés, on ne peut pas vous les donner parce qu'on a décidé que, vous ne pouvez pas si... Alors, je rappelle quand même que la loi Pacte a quand même prévu, y compris pour l'assurance vie, une transférabilité intercompagnie. C'est-à-dire que, OK, le contrat est labellisé, tu as promis à un tel... Enfin, on rencontre les pires difficultés. Il est très difficile, y compris lorsqu'on est avocat et qu'on écrit des courriers, d'obtenir gain de cause. Et viennent se greffer, malheureusement, sur ce sujet, ce vrai et faux accord ANSIA, qui n'en est pas un, qui n'a jamais été reconnu, qui n'est pas légal, qui fait que certains courtiers, mais certains organismes d'assurance également, ont introduit dans certaines conventions, alors des délais d'attente de 30 mois, des obligations de rémunérer le courtier des saisies de 18 mois, enfin, qui rémunère un prestataire qui le met à la porte ? Enfin, je trouve ça surréaliste. Donc on a cette problématique qui est réelle. Pourquoi ? Aussi, je dirais, du fait des courtiers. C'est cette notion, c'est ce que disait Pascal, cette absence, cette impossibilité qu'ils ont de se positionner et d'avoir les bonnes réponses. Donc, on a cette problématique en assurance vie. Mais on n'a pas que cette problématique en assurance vie, on l'a aussi en assurance de dommages. Oui, mais la situation n'est pas tout à fait la même, parce que bon, moi j'ai en tête les usages du courtage, parisien, lyonnais, on pourrait en débattre pendant des heures. Ouais. Mais on est dans cette problématique pour l'assurance vie notamment. Je n'ai pas d'ordre de remplacement parce que sinon, sauf
Alors, on peut faire un ordre de remplacement de gestion. Oui, on peut faire un ordre de remplacement de gestion. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les courtiers ne demandent pas le transfert des... Parfois, on le demande. Sur, par exemple, un courtier qui a des enveloppes d'assurance vie auprès d'une compagnie d'assurance peut transférer. Mais un courtier qui souhaite aujourd'hui gérer les actifs sous-jacents d'un contrat d'assurance à lieu et place d'un ancien courtier ne peut pas le faire. C'est très compliqué à faire aujourd'hui. Parfois, en sous-main, les provisions mathématiques du client continuent à servir les intérêts de l'ancien courtier qui, pendant 18 mois, à l'insu du client, continue à toucher sa rémunération. Quand il est notifié expressément que tel ne doit pas être le cas, la compagnie rechigne à le donner, à acter et à ouvrir ses livres pour que le client puisse avoir une transparence parfaite sur le fait de savoir, mais en fait, à quoi sert mon épargne. Donc, on a des difficultés, en fait, énormes dans ce sujet-là, y compris en assurance vie. En assurance de dommages, en fait, on ne devrait pas avoir de difficultés, mais on en a quand même. Pourquoi ? Normalement, on résilie en assurance dommage. On résilie, mais parfois on résilie en troquant. Alors, on voit des compagnies d'assurance qui s'accordent avec les clients, avec le nouveau courtier dans le dos de l'ancien pour réduire les préavis contractuels. Bon, ben non, la police, elle appartient au courtier tenant et au courtier créateur. Donc, on n'a pas le droit de le faire. On voit des gens qui n'envoient pas des lettres recommandées, donc qui ne résilient pas de manière régulière la police. On voit des courtiers qui sont néanmoins déréférencés, qui sont donc virés, on va dire, par les compagnies d'assurance, alors même que la compagnie d'assurance n'a jamais reçu aucun ordre de remplacement. Tout ça est très compliqué. Alors, il y a aussi des situations dans lesquelles compagnies d'assurance comme courtiers, en fait, ne connaissent pas les usages. Nous avons fait une lettre spécifique, et on avait déjà fait une émission sur l'ordre de remplacement. C'est un acte de courtier, c'est vraiment un acte réglementé. Il faut que nos auditeurs sachent que c'est le client qui doit envoyer la lettre recommandée à la compagnie d'assurance avec demande d'avis de réception, et que cette lettre recommandée doit impérativement viser les polices résiliées, et elle doit donner expressément quelle est la nature du mandat qu'elle confie. Encore une fois, on revient aux fondamentaux. Je suis un client, je dois dire à mon mandataire ce que j'attends de lui. Donc, monsieur l'assureur, à compter de l'échéance du temps, je vous remercie de bien vouloir noter que j'ai résilié ma police, que je confie la défense, mes intérêts à tel courtier qui est muni d'un mandat pour renégocier et replacer. Et gérer, alors on a le droit de dissocier la gestion du placement. C'est-à-dire qu'on peut dire, je résilie ma police et mon courtier a un mandat d'étude, mais pour ce qui est des contrats en cours, je demande à ce que tel courtier gère à la place d'un tel. Donc, on a vraiment ces difficultés-là. Puis alors, on a d'autres difficultés. C'est que certains courtiers ont des mandats de courtage. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort de régulariser des conventions de courtage avec leurs clients. Et bien ça, les compagnies d'assurance, elles ne veulent pas l'entendre. Et comment se fait-il ? Alors, on a des préavis, on s'accorde. Pourquoi ? Parce que le courtier, Jean-Charles, il a des coûts. Et il a besoin parfois de contractualiser avec ses clients, je veux dire, un certain nombre de paramètres qui lui permettent de gérer les préavis, de gérer des délais de prévenance. Et du coup, c'est incompatible avec l'ordre de remplacement. Mais c'est quand même opposable. Donc voilà, on a un certain nombre de sujets qui font que, de toute façon, on a ce sujet majeur qui est « personne ne veut comprendre qu'un courtier est avant tout quelqu'un qui représente les intérêts d'un client et qu'il est le mandataire du client au sens de l'article 1964 du Code civil et pour le Code monétaire et financier R519-4. » Alors, on a parlé des courtiers d'assurance, et je reviens en fait à cette problématique effectivement d'usage du courtage. Donc on ne s'en sort pas. Enfin, j'ai l'impression de. On ne s'en sort pas. C'est un serpent de mer. Et le client qui finalement veut changer de courtier. Il a du mal. Ne le peut pas. On peut dire il a du mal. On va dire ça comme ça. Quasiment il ne peut pas, si j'ai bien entendu ce que vous me dites. Alors, on va voir si demain, avec un mandat, ça peut faire changer les choses. C'est ça un peu notre 103e séquence. L'intermédiation bancaire, il y a les mêmes problématiques ? Alors, on a les mêmes problématiques. Je pense que Pascal en parlera. Ça, au niveau de l'intermédiation bancaire, on a exactement les mêmes problématiques pour une bonne et simple raison. C'est qu'en fait, on s'est évertué à laisser faire un mandat qu'on appelle mandat de recherche de capitaux. Ce qui est incroyable, c'est que ce mandat de recherche de capitaux, et on parlait d'opposabilité du mandat à l'heure actuelle vis-à-vis des compagnies, vis-à-vis des établissements bancaires, eh bien, on a la fédération bancaire qui dit « mais ce mandat n'est pas un mandat de courtage, c'est un mandat commercial ». Et nous avons fait une note à l'ANACOFI sur le fait que le mandat n'était pas un contrat commercial, mais c'était juridique. Et qu'en fait, ce mandat était tout à fait opposable. Et le fait d'appeler haut et fort en disant il faut que ce mandat soit véritablement un mandat sous les formes et normé, en travaillant avec Isabelle et de la manière dont il était fait, ce mandat se rend automatiquement imposable.
Ce qui est très important, c'est qu'on parlait justement des banquiers qui auparavant avaient des conventions. Ces banquiers ont réussi le tour de force d'annuler les conventions ou d'arriver à faire des conventions en disant je vous rémunère pas. Une convention avec aucune contrepartie, je vois pas comment ça peut fonctionner. La seule chose à mettre en face, c'est de dire moi j'ai un mandat de mon client, le mandat de mon client il est là, et les sommes que j'ai indiquées et ce que je prends à mon client, vous êtes tout à fait opposable, monsieur le banquier. Vous pouvez pas dire que ça n'existe pas, je suis une profession réglementée. Là, ça a été confirmé, affirmé par le courtage. Et donc, à partir du moment où moi, je suis là, je vous dis, et j'existe, et je ne peux pas, vous pouvez pas me dire comme si je n'existais pas. Ce qui est incroyable à l'heure actuelle, c'est qu'on est en déviance totale, où on arrive, on voit les banquiers qui refusent de rémunérer les courtiers, mais en fait, on arrive déjà à avoir des espèces de conventions qu'on passe avec les promoteurs, avec les constructeurs, avec là, qui est une convention là sur laquelle on les rémunère. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment, et j'en ai parlé à la CPR, c'est de dire, en fait, on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui mette le nez entre le client et la banque comme ça, là, alors que là, on voit toute la force du courtier qui représente son client. Et je veux dire, tout ce qui est fait en dehors ne devrait pas exister. Et plus on arrivera à enchaîner, plus on arrivera à des décisions, puisque en fait on en a besoin. Et à l'heure actuelle, je salue et je félicite le syndicat qui s'est opposé de manière ferme, l'UIC, par rapport à ça, et notamment, il est important de faire valoir nos droits en tant que courtier, et justement d'avoir un véritable mandat qui, lorsqu'on le présente à un juge, le juge dit mais tout à fait, vous avez raison, et le banquier, monsieur, vous devez acquiescer, puisque que vous ayez le client ou son courtier, c'est exactement la même chose, puisque en fait le client l'a mandaté. Jean-Charles, sur ce sujet, effectivement, il faut bien que nos auditeurs comprennent que, en matière d'intermédiation bancaire, ce qu'ils qualifiaient mandat de courtage, en fait, c'était le mandat de recherche de capitaux. Le mandat de recherche de capitaux, ça fait partie de l'acte d'intermédiation. C'est en fait, quelque part, le dispositif écrit obligatoire que le courtier doit effectivement remettre à son client, qui reflète sa connaissance client, ce qu'il souhaite, etc. Ce que certaines juridictions, je crois, Pascal, ont dit, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas qualifier ce mandat de mandat de courtage. Et c'est sur ça qu'ont joué les établissements bancaires, qui, en fait, pensaient que les conventions de partenariat qu'elles avaient avec les courtiers, qui n'avaient donc pas, qui étaient évidemment des mandats, mais qui ne relataient pas la relation du client avec le courtier, mais une relation commerciale entre le banquier et le courtier, elles se sont dit on va résilier ces conventions, on va supprimer les rémunérations et on va donc quelque part couper l'herbe sous les pieds aux courtiers qui ne pourront plus faire leur métier. Et c'est là où effectivement, je dirais, le marché s'est réveillé et que je leur ai effectivement dit attendez, effectivement, vous n'avez pas le papier qu'il faut. Hein. Donc ils ont joué sur une ignorance, une faiblesse des courtiers qui n'ont pas su effectivement anticiper la nécessité de formaliser leur mandat de courtage avec leurs clients et sur une faiblesse qui était d'être payés par les établissements bancaires, parce qu'en réalité c'était ça. Donc je pense qu'effectivement la situation qui s'est passée dans l'intermédiation bancaire et qui à mon avis que je vois beaucoup profiler dans l'assurance en réalité. C'est une question que je vais vous poser, est-ce que vous voyez ces derniers, je pense que si on pouvait se passer les courtiers ce serait très bien. Donc il est urgent que nos auditeurs comprennent qu'à un moment donné il faut choisir son camp. Et je pense que ça réglera beaucoup de difficultés en matière de conflit d'intérêts aussi sur d'autres sujets. Mais en tout cas, comprendre que quand on va voir un client, eh bien, il est important de contractualiser avec son client les choses qu'on se donne mandat chacun de faire. Le client de collaborer et puis le mandataire de faire un travail et surtout d'y loger une rémunération. Et cette rémunération, elle peut très bien être vous allez percevoir des commissions sur tel produit, je vous autorise à les prendre. Et quelque part, comme ça oblige l'organisme à régler le courtier. Hein. Quand vous détenez finalement un ordre de paiement de la part de votre client, vous êtes quand même beaucoup plus fort quand vous allez voir un établissement bancaire ou une compagnie d'assurance. Parce que j'ai vu aussi, Jean-Charles, des compagnies couper les vivres à des courtiers. Est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire tous les deux que le message courtier, soyez indépendant ? Un petit peu. Et ça a surtout le mérite de clarifier les situations. Ça, ouais. À partir du moment où c'est écrit noir sur blanc et qu'elle est située, elle est totalement clarifiée. Je veux dire, on n'a plus besoin de dire mais oui, mais parce qu'on ne savait pas trop comment se positionner, puisqu'en fait, on avait la compagnie, on était rémunéré par la compagnie, mais bon, on ne disait pas trop aux clients, parce qu'en fait, ça faisait partie des usages et autres. Et on voit que tout est en train là, puisque en fait, ce qui vient sur toutes les lois européennes qui arrivent et tout, on est en train de mettre le client en disant le client doit être informé. Au niveau du courtage, on devait le faire
mais on s'aperçoit qu'il y a des courtiers qui ont été mis. Nous, on s'est battu, on se bat depuis 2012, on a réussi à faire changer le fameux règlement 9702 où les banquiers étaient là et se disaient mais de toute façon, à partir du moment où on ne peut pas vous accorder, puisque nous, on doit vérifier votre existence, comment vous travaillez et autres. Et on leur dit mais non, vous confondez, c'est quand vous avez un mandataire. Mais là, nous sommes courtiers, nous sommes totalement indépendants et nous sommes totalement indépendants de vous. Et d'ailleurs, ça a été confirmé, ça a été mis grâce à notre intervention au niveau de la CPR qui a redirigé et ça a été refait. Et maintenant, on dit bien, la CPR dit, vous n'avez pas à contrôler là, on regarde uniquement s'il applique la loi telle qu'elle est. Et c'est tout le rôle en fait de l'association telle qu'il va être, puisque le fait que l'association maintenant puisse vérifier, je dis bien, on n'est pas en contrôle, on est en vérification, que notre courtier va remplir les mandataires aussi, va remplir toutes les conditions. Là, je veux dire, ça solidifie la profession. La profession, plus on la tire vers le haut, plus elle est forte et plus elle est puissante. Et je veux dire, on aura toujours besoin, quoi qu'il arrive, et ça, on sait pertinemment que les banquiers le savent. Il y a un moment, ils n'auront pas des agences partout et le relais des courtiers soit important. Les compagnies d'assurance ont compris aussi. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un courtier qui vous amène un client que de développer des agences dans tous les coins. D'accord. Je comprends bien. Mais alors, on va passer à la séquence 3 parce que dans finalement, c'est l'impression qu'il y a un peu le pot de terre contre le pot de fer. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions, notamment la formalisation du mandat. Voilà, je crois que le Grand Conseil... Est-ce que ça va nous sortir? Le Grand Conseil, je pense. Je pense que si chacun fait l'effort d'introduire dans son parcours client aujourd'hui la formalisation d'un mandat de courtage, ça va beaucoup régler les choses. On en avait aussi parlé d'ailleurs sur le sujet de TVA, rappelez-vous. Alors pour moi, ce mandat, il doit être autonome. Moi, j'engage beaucoup nos auditeurs à ne pas l'associer à un autre document. On avait, dans les premières années, conseillé aux gens de le mettre dans leur document précontractuel. Non, ça c'est mon acte de courtier, c'est mon acte d'intermédiaire et cet acte précontractuel, cette fameuse FIC, tout le monde l'a fait, y compris les mandataires. Donc ne confondons pas les choses. Le courtier est quelqu'un qui est tout à fait à part dans le monde de l'intermédiation et il est à mon avis nécessaire que les courtiers réalisent et formalisent avec leurs clients des mandats de courtage. Donc effectivement les associations professionnelles vont de plus en plus en proposer à leurs membres, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il doit contenir ? La nature du mandat. Est-ce que c'est un mandat exclusif ? Est-ce que ce n'est pas un mandat exclusif ? Est-ce que je fais appel à vous de façon exclusive ou au contraire, est-ce que je vais mandater d'autres courtiers pour d'autres choses ? Les mentions obligatoires. N'oublions pas, dans ce mandat, je dois justement justifier auprès de mon client qui je suis, qui sont les associations professionnelles auxquelles j'adhère, quelles sont... voilà, donc il faut rappeler cela. Évidemment, il doit être signé. Je le rappelle, souvent, on a des clients qui ne font pas signer. Ça doit être vraiment signé par le client, signé par le courtier. Bien entendu, il va fixer la rémunération. Il va fixer la rémunération qui est perçue par le courtier pour le travail qu'il effectue. Et là, encore une fois, j'entends souvent dire, ça peut être que des honoraires. Non, on peut très bien convenir, comme ça s'est passé en Angleterre d'ailleurs au moment de la disparition des intermédiaires financiers, qu'il y ait des modes de rémunération par rapport à des modalités de paiement, c'est-à-dire on peut très bien dire, notre rémunération, ce sera des commissions qui vont être prélevées sur mes contrats et que je fixe et que nous fixions, et du reste, je peux aussi y ajouter des honoraires, je peux aussi y ajouter des frais. Donc, c'est le contrat qui va loger tout cela. Et comme on le dit, comme il sera signé, comme il sera daté, il y aura probablement des préavis, il y aura aussi possiblement des clauses de responsabilité. Je veux dire, à un moment donné, on va discuter. On va discuter de qui fait quoi. Et il sera opposable. Parce que quand j'irai dans un établissement bancaire, j'aurai mon mandat. Donc, quand j'irai dans une compagnie, j'aurai mon mandat. Donc une attitude proactive. Tout à fait. Et lucide. Lucide, proactive, informée, Jean-Charles. Ouais. Et puis, je dirais, une attitude responsable. On a beaucoup trop de gens qui renoncent, qui reculent. Parce qu'ils ont peur d'être déréférencés, ils ont peur. Je crois que plus on est droit, plus on est engagé, en réalité, plus on se fait respecter. Donc, on a vraiment cette nécessité aujourd'hui d'inciter les acteurs à prendre un peu le taureau par les cornes, parce qu'on est au SAV, on est toujours au SAV, on voit que les mauvais dossiers, mais on en voit beaucoup. On en voit beaucoup et on en voit trop. Les banquiers, les assureurs vont... Banquiers, assureurs. Ils vont... accepter cela ou alors j'ai connaissance de ce que la position prise par le ministre dans le cadre d'une question au gouvernement ainsi qu'un certain nombre, je dirais, d'actions offensives, je pense, des associations professionnelles sur le territoire bancaire ont fait que les banquiers aujourd'hui laissent les courtiers munis d'un mandat de courtage
présenter leur dossier de crédit. Donc il semblerait, Pascal, mais là je passe plutôt sous votre contrôle, parce que c'est plutôt vous qui avez cette vision, il semblerait que ça se débloque un petit peu. Ça commence à se débloquer un petit peu, surtout, je veux dire, à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, qu'il refuse une rémunération directe de l'établissement vers le courtier, il y a un moment, toute peine mérite salaire. À partir du moment où le courtier fait un travail et autres et qu'il a défini des modalités avec son client, qui sont au vu et au su de tout le monde, je ne vois pas de... Oui, ça, elle est tout à fait opposable au niveau bancaire. Il ne peut pas aller dire « Ah non, mais moi, comme je vous rémunère, vous n'avez pas à prendre », parce que ça, on l'a vu. On l'a vu, mais non, je ne vais pas vous faire. On insiste justement sur le fait de dire est-ce que ça doit être intégré dans les frais sur le TAEG, puisqu'on y revient et autres. Il y a des décisions qui ont été prises. Et je pense que plus on viendra à cette opposabilité, à un moment, sera de droit, puisque de toute façon, on va avoir des décisions de tribunaux qui vont dire « Non, mais attendez ». Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'idée un peu sous-jacente, c'est s'il y a des blocages, c'est que les tribunaux... Il vaut mieux avoir un écrit. Il vaut mieux avoir un écrit. J'ai un mandat, et donc je peux me défendre. Parce que c'est vrai qu'on peut comprendre la peur d'être déférencé, la peur d'être déférencé. Mais on en parle aussi au niveau de l'assurance. À partir du moment, par exemple, au niveau de l'assurance, on a inclus dans le mandat qu'on a avec son client un préavis avec un délai. Mais du coup, ça est opposable à la compagnie d'assurance, puisqu'en fait, c'est écrit noir sur blanc. Donc, de toute manière, plus personne ne peut aller dire « Ben non, je n'étais pas connaissance. Si, monsieur, moi, j'ai un mandat, mais mon client, c'est ce qu'il voulait. » Et d'ailleurs, je vous l'ai indiqué dès le départ. Vous allez fabriquer un mandat, enfin, quand je dis fabriquer, à l'Anacofi, vous avez... Il est déjà fabriqué. Il est déjà fabriqué, ce mandat. Il est là, il va être diffusé. Il est dans le livret. Il est dans le livret. Vous allez, imposer à vos membres en leur disant... si vous voulez maintenant travailler... C'est-à-dire que là... Les missions d'accompagnement des associations ne peuvent pas être passées, donc il est proposé. Là, c'est très important cette émission-là, en fait, sur le mandat, parce que j'étais ravi de dire, puisqu'en fait, je me bats sur le mandat depuis le départ, en fait, sur cette opposabilité du mandat. Et le dire, un véritable mandat qui est totalement opposable, qui ne peut pas être réfuté par personne. À partir du moment où on va réussir à faire... Et le courtier qui va dire, mais c'est vrai, j'ai été déposé à la banque. Le banquier m'a dit, ben non, je peux rien faire, effectivement, le mandat. Alors, c'est pas pour ça que le banquier va accepter le dossier. Ça, après, c'est un cheminement totalement différent, puisqu'en fait, ils ont le droit de pas accepter. Ils n'ont pas le droit d'accepter, mais ils ne pourront jamais refuser d'étudier le dossier. Et après, il se pose le problème aussi, quand même, un problème véritablement commercial. Parce qu'à partir du moment où les choses sont claires, et on aura de plus en plus de clients et de membres et de consommateurs qui vont faire appel du fait à un mandat d'un courtier, puisque les choses sont claires, qui se fait rémunérer, et le banquier, il faudra bien qu'il trouve des clients à un moment ou à un autre, et il ne pourra pas de toute manière dire moi je vais les avoir en sous-main parce que j'ai fait des conventions qui sont sous le manteau, et en fait on fait des commissions d'apporteurs qu'on rémunère autant que... alors qu'on n'a pas le droit et qu'on présente juste un nom, hein. On rémunère autant qu'on rémunérait des courtiers. Donc c'est bien la preuve qu'on veut squeezer le monde du courtage pour pas être embêté. Et je veux dire que quand on voit dans le monde de l'assurance, et l'assurance emprunteur par exemple, où le client n'a pratiquement pas de liberté, parce que si le client dit « je veux mon assurance à moi parce qu'elle est moins chère », je peux vous assurer que le banquier va faire tout ce qu'il peut pour passer son assurance. Donc ce qui est complètement anormal. Et c'est là où on a travaillé fort, parce qu'on peut parler du taux d'intérêt, mais à partir du moment où on le gagne sur l'assurance, qu'on le gagne sur des frais de dossier, parce qu'on est là en disant « mais attendez, pour le travail fourni, il y a ça, ça et ça ». Moi je l'ai vécu en direct, où en fait vous accompagnez un client et les frais de dossier sont divisés par 3. Parce que vous dites, mais attendez, vous n'êtes pas concurrentiel, votre collègue d'à côté, si je vais, va diffuser. Et c'est là toute la force, je veux dire, c'est la force de la représentation du véritable courtier artisan qui est là par rapport à son client. Donc vous dites bien à tous les courtiers, nous avons alors j'appelle ça modèle, mais bon, 2 documents. Deux propositions. Deux propositions de contrat de mandat, donc un pour l'assurance et l'autre pour l'IOBSP. Tout à fait. Et indépendant et non indépendant. Voilà. C'est vrai que dans ces professions... Et je vais même aller plus loin, puisqu'en fait, on a passé un accord, et on va le faire avec plusieurs éditeurs de logiciels, où je vais mettre directement dans le logiciel ces mandats. D'accord. Et en fait, on va le. Il faut que ça devienne un réflexe dans le parcours. Il faut que ça fasse un réflexe. Question, alors là, c'est qui me vient à l'esprit. Le mandataire, pas le courtier, mais le mandataire, avec son client, il ferait signer un contrat de mandat. Alors, le mandataire d'intermédiaire d'assurance, il est un peu dans cette position. Il est un mandataire de courtier, ou il est un mandataire d'agent général. Les agents généraux, pour moi, il n'y a pas vraiment de difficulté, parce qu'il est clair qu'ils sont agents exclusifs, donc ils sont représentants exclusifs d'une compagnie pour distribuer des produits. Bon. Il est donc assez logique qu'ils puissent, de cas échéant, dans le respect de leur traité, avoir un statut de courtier. Vous savez que c'est possible. Néanmoins,
bon, ils doivent toujours défendre les intérêts des clients. Il est quand même donc peut-être utile d'envisager aussi dans le monde des agents généraux, mais aussi dans le monde des mandataires, des codes de conduite. C'est-à-dire, finalement, comment se positionne-t-il, ce mandataire d'intermédiaire d'assurance ou cet agent général, et alors, j'allais dire, ce mandataire d'assureur, parce qu'il y a aussi des mandataires d'assureurs. En réalité, on est toujours dans un dispositif médian, d'intermédiation, où le commerçant, ou en tout cas la personne qui met en relation l'assureur et l'assuré, il faut qu'on lui crée un cadre clair. Aussi, ouais. Il faut qu'on lui crée un cadre clair. Pour les mandataires. Et je dirais qu'on a depuis maintenant 20 ans pris toujours le dossier par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire les rémunérations. Alors j'entends, c'est un sujet, il faut vraiment qu'on en parle, parce qu'il y a vraiment une vraie opacité dans beaucoup de sujets. Mais je dirais que la rémunération, pour moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, ça a toujours été le positionnement. Et je pense que ce débat qu'ont aujourd'hui, les difficultés qu'ont les intermédiaires en opération, donc particulièrement les courtiers, il y a eu une crise très forte l'année dernière, une crise importante, mais que connaissent les courtiers d'assurance de plus en plus, en vie et en dommages, devrait quand même les mobiliser sur ce sujet et peut-être leur donner des clés de lecture pour la future négociation de cette directive Omnibus. Il nous reste 3 minutes en synthèse. Qu'est-ce qu'on peut... En synthèse, en synthèse, justement, je pense que c'est ce débat qui s'ouvre. Nous allons aborder une période difficile, je pense, dans les 3-4 ans qui viennent, puisque vous savez que la Commission européenne a publié le 25 mai dernier une directive qui s'appelle Omnibus. Alors, je préfère adresser. On m'a demandé d'en faire des commentaires. Alors comme ça fait 200 pages plus des résumés aussi importants, il y a quand même une bonne masse de travail à faire pour pouvoir un peu décrypter finalement les termes de cette directive. En synthèse, contrairement à la limite au communiqué de presse, les commissions sont quand même en risque aujourd'hui. Alors, les commissions sont en risque, mais les commissions sont en risque essentiellement sur les rétrocessions, j'allais dire, un petit peu acquises sur en cours, qui sont liées à ce qu'on appelle des opérations d'exécution simple. Alors, ça touche la gestion pilotée, ça touche des ordres de bourse dans le domaine effectivement financier. C'est plus le secteur financier qui est amené à ça, mais ça pourrait éventuellement évoluer sur des mécanismes ou des chaînes de distribution en dommages, puisque l'idée aujourd'hui, c'est de dire tu dois justifier ce que tu gagnes. Donc, je pense que ce débat que nous avons eu aujourd'hui sur la citation forte vers nos courtiers, et là on s'adressait aujourd'hui qu'aux courtiers, bancaires ou assurantiels, de vraiment prendre des positions fortes vis-à-vis de leurs clients et de formaliser des mandats au sein desquels ils vont loger les rémunérations. Encore une fois, pas nécessairement des honoraires, aussi des commissions, va probablement les rendre beaucoup plus forts pour affronter ce débat et défendre la rémunération de leur travail. Parce que moi, je vois surtout, Jean-Charles, dans ce débat, le risque éventuel du service gratuit. On aime beaucoup ça ici. Pour moi, le service gratuit, c'est pas de service du tout, ou un service de très mauvaise qualité. Tout travail mérite salaire, et je pense qu'il est vraiment important de ne pas tomber dans cette espèce de dogme européen qui me semble assez fou, consistant à dire, sous prétexte que c'est automatisé ou que c'est fait à l'insu du plein gré, c'est gratuit. Non, il y a des gens qui travaillent derrière, et il faut juste qu'on arrive à remettre effectivement chacun à sa place. Donc le mandat est probablement un sujet qu'on a souhaité traiter aussi dans le contexte actuel de la publication de cette directive. Bon, c'est un socle important du droit civil. Oui, absolument. On revient quand même aux fondamentaux. Pascal ? Moi, je vois que par rapport à... Et pour avoir une note positive, alors on parle du négatif, effectivement, le nombre de courtiers a diminué, puisqu'en fait, on est revenu au nombre de courtiers de 2016. Mais le marché a diminué aussi, mais le marché, il est 2018. Je veux dire, donc 2016-2018, ça laisse une perspective et on va pouvoir encore développer et on va pouvoir encore avancer. Et je pense que plus on sera fort, droit dans nos bottes et, je veux dire, avec des outils véritablement opposables, plus on aura des chances de gagner. Parce qu'en fait, ce qui nous fera gagner, c'est la défense du consommateur. Et plus le consommateur nous publicite, et d'ailleurs les associations de consommateurs, depuis longtemps, disent que le courtier a été un véritable apport dans le monde, qu'il soit bancaire ou au niveau assurantiel. Donc je pense qu'on a toutes nos cartes pour venir. Et comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, il faudra des relais sur place, et qui de mieux que des courtiers qui sont des professions réglementées, qui ont pignon sur rue pour accompagner les clients. Bien, écoutez, en conclusion, moi je retiens courtier d'assurance, concluez des contrats de mandat avec vos clients. C'est le message à faire passer. Signez des mandats avec vos clients. Signez des mandats avec vos clients parce que vous êtes leurs représentants. Et on l'a vu.
tout ce qui en découle derrière, notamment en matière de rémunération. Pascal Labide, merci. Je rappelle, vice-président de l'Anacofi Courtage, président du collège IOBSB. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi, de même. Isabelle, merci. On se fera peut-être une émission sur les commissions, sur la rémunération. La prochaine émission à l'automne sera sur la directive et donc effectivement, je pense... On va revenir sur ce sujet. On va revenir sur ce sujet. J'aurai eu le temps de la lire d'ici là. On n'en doute pas. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à la prochaine émission. Rendez-vous à la prochaine émission du droit de savoir. Merci à tous. Au revoir.